Elle s'est moquée de lui en public, alors il a détruit sa carrière. Tu n'arriveras jamais à la cheville de mon mari de bureau. Voilà la phrase. Celle qu'elle a laissé échapper. Assez fort pour fendre le brouhaha du rooftop. Le tintement des verres de vin. Le rire nerveux de ceux qui prétendaient que leur carrière ne tenait pas à quelques hommes dans des bureaux d'angle. Une phrase aiguisée non seulement pour moi, mais pour le public. Elle voulait que le piquant résonne sur les guirlandes lumineuses et les balustrades en verre pour que chacun de ses collègues sache que l'homme qui partageait son lit n'était apparemment qu'une doublure pathétique dans son numéro de comédie. Et le pire, c'est qu'ils ont ri. Tous. Le genre de rire qui est moitié pitié, moitié approbation. Le genre qui vous brûle la poitrine pendant que votre visage reste impassible. Je ne lui ai pas donné le spectacle qu'elle voulait. Je l'ai regardé pendant une longue et silencieuse seconde. Assez longtemps pour que son sourire empourpré par le vin vacille, pour que son ami à sa gauche s'arrête au milieu d'un gloussement. Puis j'ai incliné la tête, je lui ai fait un signe et j'ai lâché la phrase. Calme et délibéré, presque conversationnel. Félicitations. Les papiers sont signés, et ton patron est sur le point de tout regretter. Le silence s'est abattu comme un nuage d'orage. Elle a cligné des yeux, confuse. Quelques personnes ont forcé des rires gênés, pensant que c'était une blague, mais le froid dans ma voix n'invitait pas au rire. J'ai posé mon verre, je me suis retourné et je suis sorti directement. Pas de sortie dramatique, pas de dispute à grands cris, simplement parti. L'écho de mes chaussures sur les escaliers du rooftop était la seule ponctuation que je me suis permise. Elle a essayé de balayer ça d'un revers de la main, rejetant ses cheveux en arrière, roulant des yeux comme s'il s'agissait d'une querelle mesquine, d'un petit badinage conjugal en public. Oh, il est juste théâtral, a-t-elle dit à la table, et ses amis, encore pompettes, ont hoché la tête. Mais une femme, une analyste junior, au regard perçant, du genre à vraiment lire les petits caractères, n'a pas ri. Elle a pincé les lèvres et a baissé les yeux sur son verre. Elle connaissait ce ton. Elle savait que ce n'était pas de la frime. Et c'est ici que je vais sortir de l'histoire une petite seconde. Parce que plus de 90% des gens qui écoutent ceci ne sont pas abonnés, même si cela ne prend qu'une seconde. Et honnêtement, ce petit clic motive l'équipe à creuser plus profond, à écrire plus incisivement et à ne retenir aucun coup. Si vous aimez la tournure que prennent les événements, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Ça entretient la flamme. De retour sur le rooftop, ma femme continuait de jouer son rôle. Elle riait plus fort, essayant de couvrir le malaise discret. Mais le malaise a une façon de se propager. Il s'est répandu à travers la table dans le silence de ceux qui ne savaient pas si je bluffais ou si quelque chose de plus lourd était sur le point de tomber. Parce que voilà le truc avec l'humiliation en public, plus le rire est fort, plus le masque est fragile. Elle n'a pas remarqué son « mari de bureau » lui-même se raidir. Son sourire vacillait une seconde. Il ne riait pas. Pas vraiment. J'ai pris l'ascenseur, je suis sorti dans la rue et j'ai laissé l'air de la nuit me transpercer. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Les papiers étaient déjà déposés. Les signatures déjà sèches, la tempête déjà en marche. Elle pensait que j'allais l'avaler, laisser ça me ronger de l'intérieur, peut-être nous entraîner dans une autre série de disputes hurlantes qui ne menaient nulle part. Elle avait tort. J'avais appris il y a longtemps que la rage est bruyante et que le bruit est ignoré. Le silence terrifie davantage les gens. Le silence avec un sourire. C'est un couteau glissé entre les côtes. Elle venait de m'offrir la scène parfaite. Et elle ne réalisait même pas que les rideaux étaient sur le point de tomber sur bien plus que notre mariage. Parce que pendant qu'elle buvait un chardonnay bon marché sur le rooftop et appelait un autre homme son vrai partenaire, je m'étais déjà assuré que son monde entier, son patron, sa promotion en or, sa petite clique brillante, se tenait sur une trappe. Et elle venait de tirer le levier elle-même. Elle est rentrée en titubant, ses talons claquant sur le parquet comme des signes de ponctuation dans une phrase qu'elle n'avait pas fini d'écrire. Riant encore à moitié du trajet en taxi, encore ivre de sa propre performance. Les lumières du rooftop, les sourires suffisants de ses collègues, la façon dont son mari de bureau s'était penché avec ce stupide petit toast au partenariat qui compte. Oui, elle était sur un nuage, s'attendant au pire à une bouderie, peut-être un regard passif-agressif de ma part. Au mieux, elle pensait que je serais endormi et qu'elle pourrait tout balayer sous le tapis le matin venu. Mais la maison était trop calme, trop propre. Les lumières étaient tamisées.
Sa playlist préférée ne fredonnait pas depuis l'enceinte de la cuisine. Pas de cliquetis de vaisselle, pas d'odeur de restes réchauffant au four. L'air avait cette étrange sensation d'hôtel, habité mais vide. Elle a parcouru le couloir, préparant déjà un soupir pour la confrontation qu'elle supposait imminente. La porte du placard était entr'ouverte. Elle a jeté un œil à l'intérieur. Mon côté chemise, costume, les chaussures de randonnée qu'elle faisait toujours semblant de détester avaient disparu. Rien, pas un cintre qui se balançait. Son estomac se noua légèrement, à contre-cœur. Dans la cuisine, la table était dressée comme une scène de crime. Une enveloppe, épaisse, sans post-it, sans drame, juste nos noms imprimés sur le devant. Et en dessous, un document familier avec sa signature à mi-page, sa propre écriture d'il y a 2 ans, formant fièrement une boucle sur son nouveau titre dans l'entreprise, directrice des comptes stratégiques. La clause était surlignée, section 7, protocole de conduite des parties prenantes et de risque de réputation. Elle a ricané, a presque ri. Il bluffe, murmura-t-elle à voix haute, jetant son sac à main sur le comptoir comme si elle vivait encore dans un monde où cela avait de l'importance. Puis elle a vérifié son téléphone. Un appel manqué. Alverson, son patron. Elle n'a pas rappelé parce qu'elle n'était pas inquiète. Pas encore. Elle pensait que tout cela faisait partie de mon petit caprice. Moi, me déchaînant parce que je ne supportais pas une blague. Elle avait oublié qui avait rédigé cette clause, qui avait écrit la moitié des modèles que son entreprise utilisait encore, qui relisait chaque contrat au lit pendant qu'elle se vantait de la perspicacité de son équipe. Au lieu de paniquer, elle s'est versé un verre de vin, s'est assise à l'îlot, a ouvert le dossier, parcourant les documents de divorce comme si c'était un jeu de poker menteur dont elle supposait que je me retirerais. Les détails étaient minutieux, froids, sans fioritures, juste des chiffres, des signatures, des dates. La date en haut, aujourd'hui. Elle s'est penchée en arrière, faisant tourner le vin dans son verre. L'arrogance était toujours là, juste une fissure à peine visible. Peut-être que j'étais allé à l'hôtel. Peut-être que j'attendais qu'elle se glisse dans le lit pour s'excuser. Elle n'en avait aucune idée. Aucune idée que pendant qu'elle sirotait du vin sous des guirlandes lumineuses en plaisantant sur le fait de ne jamais être à la hauteur, j'étais dans une salle de réunion silencieuse à 3 pâtés de maison de là, faisant glisser cette même clause sur une table polie à un homme dont l'acquisition à 8 chiffres dépendait de la confiance des investisseurs. Il a lu la section surlignée une fois, a levé les yeux vers moi et a seulement dit « Vous êtes sûr ?» J'étais à l'étage dans notre ancienne chambre. Elle a enlevé ses talons et s'est effondrée sur le lit, son côté, envoyant encore des textos à ses collègues, faisant encore des captures d'écran des commentaires de la fête. Elle a tapé, il est encore théâtral, il dort probablement juste à l'appartement. Mais à ce moment-là, son patron était dans son bureau avec un dossier juridique dont il ignorait l'existence 30 minutes plus tôt. Il tenait une photo imprimée de la fête du rooftop. Son verre de vin en l'air, en plein rire, avec sa citation exacte en légende. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Elle, si, parce que la chute n'avait pas encore commencé. Pas pour elle. Pas avant le matin, quand elle se réveillerait et vérifierait enfin les notifications. Quand elle verrait le message qui changerait sa posture, quand elle entendrait la peur dans la voix de son patron et réaliserait trop tard que ce n'était pas un caprice. C'était la conséquence. Une conséquence qu'elle avait elle-même mise au monde. La première vibration s'est à peine fait sentir. 6h12, elle a grogné, a fait tomber le téléphone de la table de chevet d'un revers de la main et a enfoui son visage plus profondément dans l'oreiller, encore couvert du maquillage de la veille. Elle n'avait même pas rêvé, juste sombré dans ce genre de sommeil imprudent qui suit un excès de vin et beaucoup trop d'orgueil. La deuxième vibration est arrivée 30 secondes plus tard. Même numéro, Alverson, son patron. Elle a cligné des yeux en regardant l'écran, confuse. Pourquoi l'appelait-il là? Puis il a vibré à nouveau, et encore. Des numéros différents maintenant, ligne du bureau, portable interne, inconnu. À 6h45, l'écran était un défilement de rouge. 12 appels manqués. À 7h, il y en avait 26. Elle s'est assise, plissant les yeux face à la lumière du matin qui filtrait à travers les stores, le cœur encore engourdi par le brouillard de la gueule de bois, mais le malaise commençant enfin à s'insinuer. Elle a resserré sa robe de chambre, a traîné les pieds jusqu'à la cuisine, téléphone à la main, et a fixé le comptoir, le dossier de la veille, toujours non ouvert au-delà des premières pages. Elle n'avait pas retouché à la clause. Pas besoin, pensait-elle. Tout était exagéré.
Jusqu'à 8 heures. Son mari de bureau lui a envoyé un texto directement. Qu'est-ce que tu as foutu? Pas de salutation, pas d'émoticône, pas de blague d'initié suffisante, juste de la panique brute. Elle s'est figée. Il n'envoyait jamais de texto comme ça. Même pas quand il avait perdu un client majeur l'automne dernier. Ses pouls ont plané, incertain de la réponse à donner. Quand un autre appel est arrivé, Alverson à nouveau. Cette fois, elle a répondu. Allô? Vous ne m'avez pas dit qu'il était copropriétaire. Cela l'a arrêté net. Quoi? La voix de son patron était plate. Mais derrière, quelque chose de tranchant, de terrifié. Vous ne me l'avez pas dit. Vous ne m'avez pas prévenu. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Elle a dégluti, l'air soudain plus lourd. Il n'est pas copropriétaire. Il est. Il est juste mon mari. Il n'est pas impliqué dans l'entreprise. Silence à l'autre bout du fil. Puis une expiration basse et brisée. Non, il était silencieux, mais il est dans les papiers. Nous avons vérifié. Il est passé par une holding à 3 niveaux de profondeur, mais cela mène à un trust. Votre trust, votre nom est sur un document partagé de l'accord de capital initial. Et la clause, il a déclenché un recours. Elle a cligné des yeux. Il a fait quoi? Nous sommes gravement exposés. Les investisseurs l'ont. Les photos, les citations, tout. Quelqu'un. Il leur a envoyé un dossier ce matin avec des horodatages. Elle a reculé en titubant, s'appuyant sur le frigo. Ses mains étaient froides. Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Il ne. Arrête de parler, la voix d'Alverson s'est brisée. Il ne s'agit plus de ton mariage. Il s'agit de responsabilité d'entreprise et tu es une associée directe concernée par la clause. On reçoit déjà des appels. Elle est restée là, robe de chambre légèrement entr'ouverte, son reflet dans la porte du micro-ondes soudainement étranger. Cheveux en bataille, peau pâle. Ne viens pas au bureau aujourd'hui, a ajouté Alverson. Nous essayons de voir si nous pouvons contenir les dégâts, mais le deal est annulé. C'est fini. L'équipe d'acquisition est partie avant 7h30. Elle s'est entendue murmurer, non, ça ne peut pas être réel. Mais ça l'était. En arrière-plan de l'appel, elle a entendu une autre voix. Une femme, du service juridique peut-être, murmurant à propos d'un examen des risques et d'une violation de la clause d'éthique. Puis la ligne a été coupée. Elle a fixé l'écran, qui était revenu à son fond d'écran. Une photo d'il y a 3 mois. Elle et son mari de bureau à un séminaire client. Des cordons assortis. Sa tête penchée vers lui. Son vrai mari, celui qui lisait tranquillement chaque clause, qui signait les premiers chèques de capital, qui subissait ses dîners mortellement ennuyeux avec ses partenaires, n'était nulle part dans le cadre. Elle ne l'avait pas seulement trahi. Elle l'avait sous-estimé. Et maintenant, tout ce qu'elle avait construit, chaque sourire suffisant, chaque insulte chuchotée, chaque verre de vin levé dans une fausse supériorité, se fissurait à la base. Elle pensait pouvoir l'humilier publiquement et ne rien subir en privé. Au lieu de cela, toute la salle du conseil saignait. À l'époque où l'entreprise opérait encore depuis un espace de coworking et où Alverson faisait ses présentations depuis des halls d'hôtel, ils avaient heurté un mur de financement. De grandes idées, de petits portefeuilles. Ils avaient besoin de capitaux relais, vite. Le genre d'argent qui ne fait pas que boucher des trous, mais qui vous permet d'entrer dans des pièces où la porte en verre reste fermée, à moins que votre valeur nette ne commence par un 7. Elle se souvenait de ces mois, de la panique, des séances de brainstorming stratégique qui n'étaient en réalité que des dîners de désespoir. Elle n'était alors qu'une simple chargée de compte, faisant le sale boulot et des sourires forcés. Pendant ce temps, son mari, moi, observait depuis la touche, silencieux. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je calculais, regardant Alverson griller ses contacts et ses employés. Les regardant opérer de manière frugale et bruyante avec une infrastructure juridique inexistante. Je savais exactement ce qui leur manquait. Alors, j'ai proposé du capital. Pas directement, bien sûr. Cela aurait été trop facile à tracer, trop évident à détourner. Je l'ai structuré à travers un trust à responsabilité limitée niché dans un véhicule d'entreprise qui ressemblait à un partenaire de capital investissement de boutique basé dans le Delaware. J'ai laissé Alverson croire qu'il avait réussi un miracle en attirant un financement silencieux sans condition.
Il y avait des conditions. Les documents étaient denses. Niché dans l'accord de participation au capital se trouvait une clause, un petit paragraphe discret habillé en jargon juridique. Section 14b, conduite des parties prenantes et intégrité réputationnelle. Elle se lisait assez simplement, dans le cas où une partie prenante ou son associé direct devient la source d'un risque de réputation menaçant matériellement la confiance des investisseurs, le fournisseur de capital initial se réserve le droit de déclencher un examen interne et de suspendre les flux de capitaux en attendant une remédiation. Cette clause portait mes empreintes digitales. Et 2 ans plus tard, lorsque ma femme a obtenu sa brillante promotion, on lui a remis une pile de documents d'intégration. Parmi eux, les statuts modifiés qui incluaient cette même clause. Son nom, sa signature et l'horodatage y ont été apposés. Pas de rature, pas de question. Je n'ai pas jubilé, je n'ai même pas souri quand elle a ramené le champagne à la maison. Je l'ai félicitée, je lui ai dit qu'elle l'avait mérité, puis j'ai rangé la copie avec les autres. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait signé sa propre guillotine. Donc, quand elle a regardé la clause imprimée sur notre table de cuisine le matin après son humiliation sur le rooftop, surlignée, soulignée, sa signature encadrée au stylo, elle l'a vue pour la première fois. Pas seulement les mots, le poids. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était une rupture de confiance, non pas conjugale, mais d'entreprise. Elle n'était plus seulement ma femme. Elle était désormais une associée directe d'une partie prenante dont la conduite avait déclenché la fuite des investisseurs. Et dans le monde impitoyable du capital privé, la perception est un poison. Quand Alverson a reçu ce dossier de clause à 5h04 du matin, avec les médias joints, sa citation, ses photos, l'horodatage des images de la caméra du rooftop, ce n'était pas seulement un dossier pour les RH. C'était une grenade. L'équipe d'investissement l'a lu, a suspendu tous les décaissements, a annulé la réunion de jeudi, parce que soudain, le conseil d'administration n'avait plus affaire à une employée fantasque qui buvait trop et insultait son mari en public. Ils avaient affaire à une violation de conformité, une exposition de réputation, et l'homme qu'elle avait tourné en dérision devant tout son service avait plein droit légal d'exiger un arrêt du financement, un examen forensique et le retrait des droits de vote de toute partie interne sous enquête. Elle était à la fois une associée directe et la cause du préjudice de réputation. En bref, elle était devenue le type exact de risque que la clause était conçue pour neutraliser. Et pire encore, ce n'était pas de la rancune. Ce n'était pas émotionnel. C'était structurel, intégré dans les fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner. Pendant des années, elle a pensé que l'homme à côté d'elle dans le lit n'était qu'un passager. Il s'est avéré qu'il avait écrit la feuille de route. À 9h17 précise, 3 boîtes de réception se sont allumées. Pas une seconde avant. J'ai programmé la diffusion à la minute près. La précision importait plus que l'impact. Les investisseurs ne réagissent pas au drame. Ils réagissent à la documentation. L'objet seul suffisait à retourner les estomacs dans les salles de conseil sur 2 fuseaux horaires, clause de conformité déclenchée. Violation de réputation déposée. Il n'est pas allé aux stagiaires, aux assistants ou aux gestionnaires de risque. Il est allé aux associés directeurs eux-mêmes. Les personnes qui avaient personnellement serré la main d'Alverson au petit déjeuner, souriant à pleines dents et promettant des tours de financement conditionnels à une acquisition propre au 3e trimestre. À l'intérieur de l'email, la clause, tirée directement de leur propre contrat. Surlignée, interprétée, signée par l'avocat en conformité que j'avais préengagé des mois auparavant, juste au cas où. Et puis sont venues les pièces jointes. Photo numéro 1, ma femme, un verre de vin à la main, en plein rire, entourée de jeunes employés, suffisante et inconsciente de la caméra du rooftop cachée derrière le conduit de ventilation. Photo numéro 2, elle se penchant vers son mari de bureau, clairement hors service, mais portant toujours son badge d'entreprise. Extrait audio, quelques secondes, limpide. Tu n'arriveras jamais à la cheville de mon mari de bureau. Et en dessous, un paragraphe de contexte provenant de la propre page de médias sociaux de l'entreprise, mentionnant son rôle, son portefeuille de clients, sa visibilité récente dans les interviews du secteur. La citation et les images n'étaient pas seulement embarrassantes, elles étaient un acide réputationnel versé directement sur la marque qu'ils essayaient de nettoyer depuis 2 exercices fiscaux. À 10h03, la première réponse est arrivée. Une seule phrase, demandant la suspension immédiate de tous les transferts de capitaux, en attente d'un examen juridique. À 10h28, 2 autres entreprises ont fait écho. À 11h12, le projet d'acquisition de l'entreprise, qui avait nécessité 6 mois de tractation en coulisses et de flatterie d'ego,
s'est effondrée. L'équipe acquéreuse a cité une responsabilité de réputation imprévue et une instabilité dans la vérification des parties prenantes exécutives. En bref, nous n'achetons pas de bombes à retardement. Chez elle, le téléphone de ma future ex-femme était en pleine crise. Les appels s'empilaient comme des briques qui tombent, les notifications défilaient si vite sur son écran qu'elle ne pouvait pas les lire. Elle arpentait le salon pieds nus, ne répondant à aucun appel, espérant que cela se calmerait. Puis, à 11h56, son téléphone s'est allumé avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Par frustration ou par instinct, elle a décroché. Allô ? La voix était calme, masculine, plus âgée, contrôlée de la manière dont seuls les milliardaires et les démineurs parlent. Avez-vous la moindre idée de qui est votre mari ? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il n'a pas attendu. Vous pensez que c'est une affaire de mariage ? Vous pensez que c'est une question de sentiment ? Votre mari n'est pas seulement dans les papiers. Il les a écrits. Son nom n'est pas sur l'entête, mais son trust contrôle 22% de cette entreprise. Vous avez embarrassé un actionnaire de l'ombre. Et vous l'avez fait devant une caméra. Elle a chuchoté, je ne savais pas, non, vous n'avez pas lu. C'est pire. Clic, pas d'au revoir. Pas d'insulte. Juste un clic. Elle a laissé tomber le téléphone. Littéralement, il a cliqueté sur le sol comme une confession. À ce moment-là, la culpabilité s'est finalement glissée à travers les fissures de la panique. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'elle, de son ego, de sa réputation ou de sa stupide flirtation avec un homme dont la principale compétence était de copier ses présentations. C'était de l'argent réel, du pouvoir réel, des gens avec des équipes de sécurité et des intérêts offshore. Des gens qui effacent des noms, pas seulement des réputations, et elle s'était fait un ennemi public de l'un d'eux. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est combien de personnes le savaient déjà. À ce moment précis, Alverson transpirait dans sa deuxième chemise de la journée, essayant de rassurer un conseil qui ne répondait plus à ses appels. L'avocat de l'acquisition avait déjà programmé un examen de la clause de protection avec un conseil extérieur, et le cabinet de conformité, le mien, finalisait une chronologie de son implication avec des documents internes liés à ses identifiants de connexion, ses messages Slack et ses métadonnées. Tout cela se construisait vers quelque chose de plus grand, non pas une vengeance personnelle, mais un anéantissement financier. Car une fois que les investisseurs retirent leur argent, le conseil d'administration ne pose pas de questions. Il retire les personnes qui en sont la cause. Et elle venait d'allumer le feu à son propre siège. Ils l'ont convoqué à 14h14. Pas de bonjour, pas de politesse. Pas de pouvez-vous passer dans la salle de conférence ? Juste une invitation de calendrier intitulée RH, examen de conformité immédiat. Elle est entrée dans le bureau, lunettes de soleil toujours sur le nez, espérant que le verre cacherait la panique injectée de sang dans ses yeux. Ça n'a pas marché, et personne n'a essayé de faire semblant. Personne ne la regardait dans les yeux. Même la réceptionniste, habituellement d'une politesse mielleuse, n'a pas offert de sourire, lui tendant juste un badge de visiteur. Pas sa carte d'accès habituelle. Un badge de visiteur. Elle est passée devant son propre bureau en descendant le couloir et a vu l'écran noir, le cordon d'alimentation débranché, sa plaque nominative discrètement absente. Le silence était épais, le genre de silence d'entreprise où tout le monde a entendu la nouvelle, mais personne ne veut être surpris en train d'en parler. Elle est entrée dans la salle des RH en s'attendant à une sorte d'explication ou peut-être une chance de s'expliquer. Ce qu'elle a eu à la place, c'est une seule feuille de papier glissée sur la table par une femme qu'elle ne reconnaissait pas, mise à pied administrative temporaire en attente d'un audit de conformité. Pas de nom sur l'entête, juste le logo de l'entreprise et un blanc pour sa signature. Elle a cligné des yeux. Attendez, quoi ? Personne ne m'a même demandé ma version des faits. Alverson était là, mais assis loin d'elle, les yeux cernés, son costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Il n'a pas parlé, se contentant de se frotter la tempe. Je ne comprends pas, a-t-elle bafouillé. Tout ça pour une stupide phrase à une fête. La femme des RH a levé les yeux de sa tablette, l'expression plate. Il s'agit d'une conduite documentée inconvenante pour un cadre d'entreprise et de votre proximité avec une partie prenante interne du capital qui a déposé une plainte pour violation de conformité. Je peux arranger ça, a-t-elle dit trop fort. Je vais m'excuser. Je vais lui parler. Il est juste. Il est en colère. Il fait une crise. Je peux le calmer.
Alverson a finalement levé les yeux. Sa voix était faible. Fatiguée. Tu ne comprends pas. Il ne fait pas un caprice. C'est lui qui a écrit la clause. Le Conseil ne panique pas à cause d'une citation. Il panique parce qu'il a exercé un droit que nous avons tous signé, y compris toi. Elle s'est assise lentement. La représentante des RH a poussé le stylo plus près. Vous n'êtes pas obligé de signer, mais si vous ne le faites pas, le Conseil engagera une suspension immédiate pour faute grave. C'est votre choix. Sa main tremblait en prenant le stylo. Elle n'a même pas fini de lire le deuxième paragraphe. Elle a juste griffonné son nom et l'a laissé glisser sur la table. C'était fini avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle. Pas de débriefing, pas de questions, pas d'offre d'aide. En sortant, elle a remarqué que le bureau de son mari de bureau était déjà vide. Un post-it là où se trouvait son clavier, déplacé. Pas de mail, pas de SMS. Le même type qui lui envoyait des messages pendant les réunions avec des blagues d'initiés et des mêmes tard dans la nuit n'a même pas envoyé un GIF d'adieu. Elle a essayé de l'appeler, directement sur la messagerie vocale. Le chat de groupe, supprimé. Elle n'y était plus. Même les stagiaires ne la regardaient pas. À 15h30, son accès au bâtiment était révoqué. À 16h, le groupe WhatsApp d'entreprise dont elle était administratrice, disparut. Pas d'alerte, juste disparu. Son silence s'alourdissait de minute en minute. Personne n'a pris de ses nouvelles. Pas un seul ami ne l'a contacté pour dire « c'était dur », parce que tout le monde savait. Tout le monde avait vu l'email, la clause, la photo, et tout le monde comprenait ce qu'elle ne voulait toujours pas admettre. On n'humilie pas nonchalamment un investisseur silencieux devant son propre capital. Et on ne reste certainement pas quand cet investisseur a des preuves, une légitimité juridique et aucune intention de pardonner en silence. Elle est sortie du bâtiment seule, le badge de visiteur toujours épinglé sur sa poitrine comme une lettre écarlate. Pas d'adieu, même pas de la part des assistants. Elle n'était pas seulement punie. Elle était en train d'être effacée. La session d'urgence du conseil d'administration était fixée à 17h précises. Le genre de réunion qui saute les déjeuners traiteurs et s'ouvre avec des dossiers scellés, pas des sourires. Tout le monde est arrivé en avance. Tout le monde sauf lui. Il n'avait pas besoin d'être là. Pas physiquement. Plus maintenant. À 16h57, un assistant a apporté une simple enveloppe en papier craft et l'a remise au président. Pas de classeur élaboré, pas de diaporama, juste une note d'une page imprimée sur du papier cartonné couleur crème. L'entête, Keller et Drayson LLP. Un nom qui a fait marmonner audiblement à un membre du conseil, oh merde. La note était brève. Mon client a choisi d'exercer l'intégralité de ses droits en vertu de la clause des parties prenantes. Comme indiqué, cela inclut l'arrêt immédiat de tous les transferts de capitaux propres, la nomination d'un auditeur forensique externe et la retenue de signature pour l'approbation de la série C jusqu'à ce que le Conseil mène un examen de l'intégrité de la réputation. Signé, Daniel Westermann, ESQ. Cette seule signature a provoqué une onde de choc le long de la table. Westermann ne gérait pas les caprices. Il gérait les reprises de plusieurs milliards de dollars et les bains de glace réglementaires. Quand son nom était sur une note, quelqu'un était sur le point de perdre un yacht. Elle n'était pas dans la pièce. Elle n'était même plus dans le bâtiment. Elle était dans sa voiture, garée devant le cabinet d'avocat qu'elle ne pouvait pas se permettre, sanglotant silencieusement avec le miroir du pare-soleil à moitié ouvert et l'email toujours non lu. Le directeur financier l'a appelé directement. Sa voix s'est brisée avant même qu'il ne dise bonjour. Je l'avais prévenu, a-t-il dit. Je lui ai dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Elle a dégluti difficilement. Qui? Alverson? Non, votre mari. Elle n'a rien dit. Je lui ai dit de ne pas vous humilier. Je lui ai dit en privé il y a des semaines que ces blagues allaient trop loin, que ça donnait une mauvaise image, que ce n'était pas professionnel. Il a fait une pause, puis a chuchoté. Il a dit que c'était personnel. Une autre pause, plus longue. Et maintenant, c'est professionnel. Son souffle s'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes audités par un cabinet externe. Personne ne peut signer la prochaine levée de fonds tant que ce n'est pas terminé, ce qui pourrait prendre des mois. Ne peuvent-ils pas? Ne peuvent-ils pas simplement approuver le transfert sans lui? Non, a-t-il dit, parce qu'il n'a pas seulement écrit la clause.
Il détient un droit de veto sur les événements liés aux capitaux propres déclenchés par une violation de réputation. Elle a serré le volant. Mais c'est un fantôme. Il n'a même jamais pris la parole en réunion. C'est tout le problème, a dit le directeur financier, presque avec révérence. Il n'en a jamais eu besoin. C'est pour ça qu'aucun de nous n'a réalisé à quel point il était dangereux jusqu'à maintenant. Elle a levé les yeux, la vue brouillée, alors qu'un homme en costume passait devant la vitre de sa voiture, un porte-bloc à la main, un bloc-notes juridique sous le bras, se dirigeant vers le bâtiment même où cette note avait explosé. Elle n'était pas seulement exclue de son travail. Elle avait bloqué les engrenages d'une machine qu'elle ne comprenait pas. Et les gens à l'intérieur, des gens avec qui elle avait l'habitude de boire, de plaisanter, de gérer sur Slack, étaient maintenant en session à huis clos, se demandant comment ils avaient pu rater la mine sur laquelle elle avait marché. Dans le hall de ce bâtiment du conseil d'administration, une secrétaire a ouvert un dossier scellé et a chuchoté, il a déposé ça il y a des mois. Il n'avait juste jamais cliqué sur envoyer. Pendant ce temps, à 500 km de là, il était assis à une autre table, sirotant un café dans une autre ville avec d'autres avocats, discutant de réallocation d'actifs, de nouvelles entreprises et de sorties discrètes. Il ne l'avait pas appelé, n'avait pas répondu à ses SMS. Il ne jubilait pas. Il s'était simplement retiré de la table, puis y avait mis le feu de l'extérieur. Et maintenant, le conseil n'essayait pas de réparer les retombées. Ils essayaient d'y survivre. Son avocat est arrivé avec un sourire trop confiant et une mallette en cuir usé qu'il pensait probablement lui donner un air expérimenté, et non désespéré. Elle l'avait engagé sur les conseils d'un ami, quelqu'un qui jurait qu'il était tactique et impitoyable. Il portait un costume 3 pièces, gris à fines rayures, et tapotait théâtralement son stylo pendant les 5 premières minutes de la réunion, comme s'il planifiait déjà une plaidoirie. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, que les hommes qui agissent de manière émotionnelle en affaires surjouent toujours leurs mains au tribunal. Puis il a ouvert l'enveloppe et le tapotement a cessé. De l'autre côté de la table de conférence, mon avocate, calme, imperturbable, le genre de femme dont la poignée de main est plus froide que la glace et 2 fois plus nette, avait déjà disposé les dossiers par date, non pas par ordre alphabétique, mais chronologique, chaque actif, chaque clause, chaque mouvement de compte. 2 semaines auparavant, nous avions déjà déclenché la clause d'arbitrage intégrée dans notre contrat de mariage. Celle que son avocat n'avait même pas remarquée jusqu'à ce moment. Elle n'était pas liée à la fidélité, ni aux revenus, mais aux clauses de conduite au sein de toute entreprise où nous avions tous les deux un chevauchement financier. Ce n'était pas un piège. C'était une porte. Elle y est entrée toute seule. Son avocat a commencé à marmonner du jargon juridique, essayant de trouver une faille, mais c'était comme regarder un homme se noyer dans une fontaine. Dramatique, inutile et profondément embarrassant. La maison, a-t-elle dit soudainement, essayant de briser la tension. Elle est à nos 2 noms. Mon avocate n'a même pas sourcillé. Le titre de propriété a été refinancé il y a 3 mois. Les fonds pour le refinancement provenaient du trust, et vous avez signé l'autorisation en acceptant le capital pour la nouvelle terrasse. Cela fait du trust le contributeur final. Le titre a changé. La maison est à lui. Elle a cligné des yeux. Mais qu'en est-il du compte joint? Je l'ai, partagé par arbitrage. Il a 62%. Vous avez 38%. Sur la base de quoi? Mon avocate a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des captures d'écran, des journaux, des pistes de dépenses, des chevauchements de calendrier entre sa carte d'entreprise et, disons, des lieux non professionnels. Elle a regardé son propre avocat, qui lisait maintenant le paragraphe 7 du contrat de mariage avec une sorte de révérence défaite, comme un prêtre au mauvais enterrement. La voiture, a-t-elle demandé doucement. Puis-je au moins garder ma voiture? Mon avocate n'a même pas fait semblant d'y réfléchir, offrant juste un sourire doux et professionnel. Vous devrez en louer une nouvelle. Ce véhicule était immatriculé par le biais du partenariat commercial. Il est assigné au trust. Sa voix s'est brisée. Vous plaisantez. Non, a-t-elle répondu. Vous n'avez simplement jamais vérifié le titre de propriété. Cela l'a frappé alors, pas avec un cri, pas avec un sanglot, mais avec le son d'une chaise qui craque alors qu'elle se penchait en arrière, fixant le plafond comme s'il pouvait contenir des réponses que les avocats n'avaient pas. Elle pensait se battre contre un mariage. Elle négociait en réalité avec un contrat. Un contrat qu'elle n'avait jamais lu.
Son avocat a essayé de se reprendre, lançant des phrases comme « phase de négociation » et « examen des actifs en attente », mais nous savions tous que c'était du théâtre. Elle était entrée dans la réunion en pensant qu'elle pourrait obtenir un avantage avec du charme, de la culpabilité ou simplement de vieux souvenirs. Mais la mémoire n'est pas recevable. La paperasse, si. Elle avait tout signé. La promotion, la clause de participation, l'accord de conduite, la part de capital silencieux, le refinancement. Chaque page portait ses initiales. Elle n'avait pas épousé un homme. Elle avait épousé un système, et le système venait de reprendre possession de son style de vie. Elle est revenue un mercredi. Techniquement, ce n'était pas un retour, juste l'achèvement des formalités de fin de congé, comme le formulait l'email. Mais elle s'est présentée en tenue de combat quand même, les talons résonnant dans le couloir comme si rien n'avait changé. Comme si elle pouvait encore bluffer pour s'en sortir. Sauf que tout avait changé. L'ascenseur ne s'est pas arrêté à l'étage de la direction. Son badge avait été restreint. Elle a dû prendre les escaliers pour le reste du trajet. Quand elle est arrivée à son ancien bureau, la porte en verre portait un nom différent. Le nom d'une femme plus jeune. Quelqu'un qui lui apportait autrefois le café, et qui maintenant l'apportait apparemment à quelqu'un d'autre. Son bureau était vide. Pas même un stylo laissé derrière. La sécurité avait emballé ses affaires personnelles dans une boîte d'archives marron terne avec son nom écrit au marqueur. La moitié de son prénom était effacée, comme si quelqu'un avait commencé à l'écrire et avait cessé de s'en soucier à mi-chemin. La coordinatrice des RH l'a rencontré près du placard à fourniture et lui a tendu un badge plastifié. Accès temporaire uniquement. Votre nouveau bureau est par ici, a-t-elle dit, l'amenant vers l'open space. Elle a été placée dans un box partagé. Un espace ouvert, sans intimité, sans vue, juste 4 murs gris et une chaise qui vacillait légèrement quand elle s'asseyait. Les gens passaient sans s'arrêter. Pas de salutation, pas de signe de tête, personne ne reconnaissait même son retour. La femme avec qui elle avait l'habitude de bavarder près du distributeur automatique ne voulait même pas croiser son regard. L'analyste junior qui l'avait autrefois supplié pour du mentorat est passé sans ciller, écouteur aux oreilles. Elle a sorti son téléphone, désespérant de recevoir un SMS. Rien. Les discussions de groupe étaient silencieuses, ou pire, actives sans elle. À midi, sa boîte de réception était presque vide. Les invitations s'étaient taries. Les présentations sur lesquelles elle était autrefois en copie lui étaient maintenant envoyées sans elle. Elle a demandé au chef de projet pourquoi. Il a marmonné quelque chose sur la restructuration des flux de travail et la réaffectation des livrables. Le jargon d'entreprise pour « tu ne comptes plus ». Elle a essayé de réserver une salle de conférence. Accès refusé. Elle a essayé de proposer une idée. Pas de réponse. Elle a essayé de fixer une réunion avec Alverson. Calendrier bloqué. Elle était professionnellement ignorée, mais les chuchotements ne s'arrêtaient pas. Elle les entendait dans les couloirs, juste hors de portée. Des fragments doux et acérés. La fille de la clause, la femme de l'investisseur. Enfin, l'ex. Ne t'approche pas trop, ça pourrait déclencher la conformité. Une fois, dans la salle de pause, un associé principal l'a dit à voix haute à un autre collègue. Elle s'est attaquée au mauvais homme. Personne ne contrarie un investisseur silencieux et s'en sort indemne. Elle est entrée dans la pièce juste à temps pour l'entendre. Ils n'ont même pas bronché. Ne se sont pas excusés. Ils ont juste pris leur café et sont sortis comme si elle était un meuble. Elle a essayé de se défendre une fois, a acculé une ancienne alliée près de l'imprimante et a dit « Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un passif. » C'était personnel, pas professionnel. Mais la femme a simplement levé une main. Maintenant, tout est professionnel. Ce fut la dernière fois qu'elle essaya de s'expliquer. Ses emails ont commencé à rester sans réponse. Son accès aux fichiers internes a commencé à vaciller. Puis sa place de parking a été réattribuée. Puis sa carte d'entreprise a été temporairement suspendue pour audit. Puis elle a reçu un message du service informatique. Nous rationalisons les autorisations numériques. Veuillez sauvegarder votre lecteur. Elle n'était pas virée. Pas encore. Mais elle ne travaillait pas non plus. Elle était juste là. Un fantôme avec un badge. Et ce qui rendait la chose pire, ce qui lui tordait l'estomac chaque matin, c'était de savoir que la seule personne qui aurait pu tout arrêter,
qui aurait pu passer un coup de fil et inverser les dégâts, ne pensait même plus à elle. Il n'appelait pas. Il ne menaçait pas. Il était juste parti. Et le silence qu'il laissait derrière lui était plus assourdissant que toute la vengeance qu'elle aurait pu imaginer. Son téléphone a explosé à 3h42 du matin. Pas avec un son, sa sonnerie était coupée depuis des semaines, mais avec une crise de vibration si agressive qu'il a dégringolé de la table de chevet et heurté le sol avec un bruit sourd. 128 appels manqués. Son patron, le chef du service juridique, 2 numéros liés aux relations avec les investisseurs et un d'un indicatif de New York qu'elle ne reconnaissait pas mais qu'elle savait instinctivement être une mauvaise nouvelle. Elle cligna des yeux dans le noir, le cœur battant, le souffle court. Ses yeux brûlaient de sommeil ou de son absence. Les derniers jours avaient été un flou. Un couloir de porte close. Une lente érosion de sa pertinence qui glissait sous elle comme du ciment frais. Elle avait essayé de se ressaisir, de trouver un autre angle, un autre arc de rédemption. Elle s'était dit que la situation se stabiliserait. C'était toujours le cas. Mais l'audit qu'elle avait prié de ne pas avoir lieu avait eu lieu. Et le rapport qui en a résulté n'était pas seulement accablant. Il était dévastateur. Une bombe silencieuse de 84 pages commandée par un seul homme. Celui dont elle s'était moquée un jour autour d'un verre sur un rooftop et de fausses flirteries. Celui qu'elle avait humilié en public pour quelques rires faciles et quelques sourcils levés. L'audit a tout retracé. Sa promotion, sa proximité avec Alverson, les dîners privés facturés en conseil, son soi-disant mari de bureau et ses schémas d'approbation. Mais plus important encore, il a retracé de l'argent lié à elle, lié à un favoritisme perçu, lié à des mesures d'évaluation qui ne tenaient plus la route. Ce n'était plus seulement un désastre de relations publiques maintenant. C'était un terrain juridique. Et quand l'évaluation s'est effondrée, amputée de près de 40% dans les projections du jour au lendemain, les investisseurs n'ont pas posé de questions. Ils ont appelé des avocats, puis ils ont appelé le conseil d'administration. À 4h01, le vote a été enregistré. Suspension des opérations en attente de réorganisation et de remédiation fiduciaire. C'était le langage officiel. Officieusement, l'entreprise s'est effondrée. L'acquisition était morte. Les clients fuyaient. Les partenaires prenaient des avocats. Et elle? Elle était restée au lit, éclairée seulement par la lumière bleue crue de l'écran de son téléphone, vêtue d'un sweatshirt d'université usé et tremblant comme si quelqu'un venait de s'introduire chez elle. Elle a fait défiler les appels, les SMS non lus, la note interne que quelqu'un lui avait envoyée par erreur sur sa boîte de réception encore active. La clause des parties prenantes a déclenché un examen systémique de toutes les voies de promotion RH au cours des 5 derniers trimestres. Son nom apparaît à plusieurs reprises. Le conseil voudra une séparation nette. Elle ne savait pas ce que « séparation nette » signifiait en jargon juridique, mais son instinct l'a traduit assez vite. Un effacement de nom, une campagne de silence, une purge. Et lui? Il n'était pas là, n'était pas au téléphone, n'était même plus mentionné, parce qu'il n'en avait plus besoin. Il était déjà dans une autre ville, à une autre table, rencontrant de nouveaux partenaires, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un logo différent, souriant, calme, pas en colère, pas vindicatif, juste passé à autre chose. Son visage n'apparaîtrait plus dans ses conversations. Sa voix ne résonnerait plus dans sa mémoire. Elle n'avait pas seulement perdu l'entreprise. Elle n'avait pas seulement perdu la maison, la voiture, le cercle d'amis. Elle avait perdu son rôle dans le récit. Elle n'était ni la méchante, ni la victime. Elle était simplement partie. Une pensée secondaire dans une note de bas de page d'une clause qu'elle n'avait jamais lue. 128 appels manqués, et pas un seul qui aurait pu la sauver.